Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. L'UEMOA, 20 ans, les voies d'un développement solidaire, c'est le thème retenu pour le 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, l'UEMOA est un modèle d'intégration. Dans l'actualité également, l'Europe qui accélère la lutte contre le virus Ebola. Les 28 ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui même au Luxembourg pour tenter des réponses à la menace en Afrique de l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je l'annonçais en titre, la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une commémoration autour du thème 20 ans, l'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, l'UEMOA est un modèle d'intégration. Nous sommes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est pour nous le souvenir aussi de la dévaluation. Car il faut se souvenir que c'est en même temps que l'acte de dévaluation a été posé que cette union avait été créée justement parce qu'il n'était plus dans l'intérêt de nos États d'avoir une monnaie commune sans une intégration économique forte, car seule une économie forte peut soutenir une monnaie. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration et nous considérons que ça a été un pas important il y a 20 ans de passer de l'Union monétaire simplement à l'Union économique et monétaire. Nous pensons qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à aller plus loin, puisque les États ont fait des progrès importants en ce qui concerne l'adoption des réglementations communes par rapport aux questions économiques. Et bien évidemment, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous devons travailler. Mais l'objectif doit être d'élargir notre union et aussi d'aller plus loin en ce qui concerne l'intégration. Ceci est important pour la sous-région. Notre union a 110 millions d'habitants. C'est bon, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Et maintenant, dans le monde, ce sont les grands ensembles. Créé en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Dans l'actualité, ce double défi de l'ONU en République démocratique du Congo, les groupes armés et les élections. Il y a un an, l'armée congolaise assistée de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, mettait fin à la rébellion du M23. Ce groupe armé qui, pendant 1 an et demi, avait occupé une partie du Nord Kivu. Aujourd'hui, la force onusienne peine à se montrer efficace contre les groupes armés qui sévissent dans la région et qui, ces derniers jours, ont fait remonter l'insécurité d'un cran. L'opposition a prévu de manifester ce lundi devant le siège de la MONUSCO à Kinshasa pour demander une plus grande implication dans les affaires politiques et l'organisation des élections, notamment la présidentielle prévue en 2016. Nous poursuivons avec l'actualité. En Algérie, la 3e session des négociations de paix malienne a repris à Alger sous les auspices de la communauté internationale. Elles réunissent des représentants du gouvernement malien et des groupes armés présents dans le nord du Mali sous médiation algérienne. À Alger, les diplomates s'inquiètent aussi de la multiplication des attaques terroristes dans le nord du Mali. Selon Hervé Latsou, le chef des opérations de paix de l'ONU, la MINUSMA est une cible pour tous les terroristes et autres djihadistes et trafiquants. C'est inacceptable, a-t-il expliqué. Cette fois, l'objectif est de trouver un accord qui pourra être signé à Bamako. Nous poursuivons toujours avec l'actualité. Direction le Sénégal pour parler à présent du lancement de l'Institut africain géopolitique, une manifestation qui a également servi de cadre pour abriter une conférence sur la sécurité internationale, notamment la menace que constitue l'organisation de l'État islamique ou encore la contribution qui doit être celle de l'Afrique sur la question, entre autres sujets analysés.
Les débats sont de haute portée géopolitique. Les racines culturelles, politiques ou économiques du terrorisme, la coalition internationale face aux djihadistes de l'État islamique ou la contribution qui doit être celle de l'Afrique sur cette question sont entre autres sujets analysés. L'opinion la plus partagée est que Daesh, l'autre nom de l'organisation de l'État islamique, est un mouvement dangereux. Cette conférence consacre en même temps le lancement des activités de l'Institut africain de géopolitique, un institut destiné à contribuer au rayonnement de la recherche scientifique dans les domaines de la géopolitique. Sur la question du djihadisme, les conférenciers reconnaissent surtout que ce n'est pas une problématique nouvelle. Nous sommes dans une phase d'hybridation criminelle où on peine à distinguer qui est islamiste, qui est trafiquant de cigarettes, qui est trafiquant de drogue. Finalement, en Afrique, surtout au Nord Mali, au niveau de Boko Haram aussi, et même chez les Chebab, cette hybridation criminelle a pris une ampleur telle que trafiquants de drogue, trafiquants de cigarettes, trafiquants d'êtres humains, on ne sait plus qui est qui. La manipulation des symboles vise la désintégration de l'islam tel qu'il se vit en Afrique aujourd'hui, à savoir une religion de tolérance pour les conférenciers. Les islamistes sont en porte-à-faux avec la croyance religieuse générale. Ils en présentent une vision des plus totalitaires. L'instrumentalisation de l'islam par des charlatans qui sont de faux islamistes et de vrais terroristes, et c'est toute l'importance de rappeler que l'islam est la religion du juste milieu, de la modération, et qu'il n'a bien entendu rien à voir avec ces dérives qu'il faut dénoncer, mais surtout éviter tout amalgame entre l'islam et ses dérives. Des représentants des présidents sénégalais et ivoiriens ont pris part à la conférence, ainsi que ceux de plusieurs organismes internationaux et du corps diplomatique. L'Institut nouvellement créé démarre ses activités avec l'ouverture d'un master en géopolitique. Nous restons toujours dans la même lancée pour parler de terrorisme. Le soutien affiché de Washington aux Kurdes de Syrie. L'armée américaine a largué dimanche et pour la première fois des armes, des munitions et du matériel médical près de Kobané, la ville toujours assiégée par l'organisation de l'État islamique. Réaction ce matin des Kurdes, cette aide sera d'une grande utilité. Les djihadistes contrôleraient 50% de la cité située près de la frontière turco-syrienne. Et la Turquie refuse toujours de participer à la coalition et à la lutte contre les combattants de l'État islamique. À Hong Kong, la nuit dernière a été marquée par de nouveaux heurts. Un face-à-face a opposé la police anti-émeute et les pro-démocratie. Le calme semble revenu et l'exécutif propose toujours de rencontrer les leaders du mouvement demain mardi. Face-à-face tendu entre manifestants et policiers. Quelques heures seulement après de violents heurts. Des forces de l'ordre en tenue anti-émeute qui chargent des étudiants, dont le mouvement est accusé par les autorités d'être noyauté par des éléments extérieurs. C'est évident, des personnes et organisations étrangères à la politique de Hong Kong sont à l'œuvre, et depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Il ne s'agit pas d'une nouveauté. Des mots qui font écho aux allégations de la presse chinoise, persuadée que les manifestants sont manipulés par des forces anti-Chine, notamment les Américains, ce que réfute le mouvement étudiant. Dire qu'il y a des forces étrangères qui infiltrent ce mouvement juste avant qu'il y ait des discussions, cela montre que les autorités veulent sévir sur tout le mouvement. Malgré les affrontements de cette nuit, les autorités de Hong Kong promettent un nouveau cycle de négociations avec les étudiants ce mardi. En voyage officiel à Pékin, le ministre des Affaires étrangères française Laurent Fabius a appelé au micro de France 24 à un dialogue apaisé. Moi, j'ai défini la position avant de venir que nous avions sur Hong Kong. Nous sommes des amis de la Chine, nous sommes attachés à la stabilité. Donc, quand il y a des difficultés, nous souhaitons qu'elles soient résolues par le dialogue et pacifiquement. Après 3 semaines de protestations pacifiques, Hong Kong sort de sa 4e nuit d'affrontement. Les manifestants demandent le droit de désigner au suffrage universel leur leader sans que Pékin n'impose ses candidats.
Direction Tokyo, la capitale du Japon, pour parler de ces démissions embarrassantes pour le Premier ministre Shinzo Abe, deux symboles forts évincés du gouvernement. Pour quelles raisons démissionne-t-elle? Eh bien, pour des raisons de malversation financière. Il s'agit des ministres de l'économie et de la justice. Le Premier ministre japonais s'est excusé pour avoir nommé ces deux femmes et ces malversations surviennent à un moment où la population japonaise semble plus préoccupée par des questions économiques. Chapitre santé à présent. L'épidémie d'Ebola continue de faire ses ravages en Afrique de l'Ouest. Le dernier bilan fait état de 4555 décès. Sur le terrain, les travailleurs humanitaires sont sur le pied de guerre. La situation est critique. Les derniers développements. Du personnel de santé en combinaison blanche par dizaines. Jusqu'à présent, le district de Kwanadougou, dans le nord de la Sierra Leone, avait réussi à préserver son statut de dernier des 14 districts du pays à avoir conjuré le virus Ebola. Mais ici aussi, la fièvre hémorragique a fait des victimes. Les acteurs humanitaires sont sur le pied de guerre. Vaincre Ebola, ce n'est pas de la responsabilité exclusive des gouvernements, des humanitaires. Tout le monde doit participer de sorte à ce que la bonne information soit communiquée. Mais l'aide se fait attendre. Les appels pour convertir en actes les promesses internationales se font de plus en plus pressantes. De l'argent nécessaire notamment pour les orphelins. L'impact sur les enfants, par exemple sur les orphelins, est de plus en plus visible parce que leur nombre a triplé en quelques semaines et il va continuer d'augmenter. Miata a perdu ses parents. Bientôt maman à son tour. Elle doit s'occuper désormais de ses 3 sœurs. Notre père est mort en août et notre mère le mois dernier en septembre. J'ai besoin de beaucoup d'aide. J'ai besoin d'argent pour la scolarité, pour les vêtements, parce que tous sont restés dans la maison et ils ont tout brûlé pour éviter la contamination. L'épidémie Ebola a engendré 3700 orphelins. La Côte d'Ivoire et le Mali, pays voisins du Libéria, ont été déclarés à haut risque. Et en Sierra Leone, Londres a envoyé un navire médicalisé, des hélicoptères et à terme 750 militaires pour aider à construire un centre de traitement des malades d'Ebola. Chapitre santé toujours, avant de refermer cette édition, l'Europe qui accélère la lutte contre le virus Ebola. Les 28 ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui même au Luxembourg pour tenter des réponses à la menace en Afrique de l'Ouest. Un virus, je rappelle, qui a déjà fait plus de 4555 morts. À Bruxelles, les passagers en provenance des pays touchés par la fièvre Ebola verront désormais leur température contrôlée. Les voyageurs de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée sont concernés. On va faire les screenings avec un thermomètre à distance, donc sans toucher les passagers. Une mesure déjà appliquée au Royaume-Uni et en France, même si l'Organisation mondiale de la santé estime qu'elle n'est pas indispensable, puisque des tests sont déjà effectués au départ des pays à risque. En fait, il s'agit surtout de rassurer les Européens. En France, le personnel navigant d'Air France est particulièrement inquiet et demande la fermeture de la desserte de Conakry. En déplacement en Chine, le ministre français des Affaires étrangères s'y oppose. Une grave erreur serait d'empêcher toute communication aérienne, par exemple, avec l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, la population, finalement, fuit, mais d'une façon qui est incontrôlable, et c'est là où sont les plus grands risques de contagion. Sous pression, l'Union européenne cherche les moyens de mieux lutter contre Ebola en Afrique. Londres a déjà prévu d'envoyer 750 militaires dans son ancienne colonie, la Sierra Leone, pour aider notamment à la construction de centres de traitement. Le Premier ministre britannique presse également ses partenaires de doubler l'aide européenne à 1 milliard d'euros. Le ministre allemand des Affaires étrangères prône, lui, une meilleure coordination de l'Union européenne. Nous devrions considérer l'envoi d'une mission civile de l'Union européenne. Ça signifie que même les États membres qui n'ont pas de représentation nationale sur le terrain devront mettre en place une plateforme pour accueillir du personnel médical. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se saisiront du dossier jeudi et vendredi à Bruxelles. C'est sur ces mots de santé que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Africa Télévision.